Le silence pesant du cimetière n'était rompu que par le tambour régulier de la pluie contre les parapluies de noir. Les funérailles de l'agent Ethan Carter auraient dû être une cérémonie solennelle. Les drapeaux en berne, les collègues alignés au garde-à-vous, une famille en deuil, arrivée de Californie, recroquevillée sous l'averse, cherchant un semblant de chaleur dans la douleur partagée. Mais quelque chose clochait. Max, le berger allemand qui avait été le partenaire K9 fidèle d'Ethan pendant près de 2 ans, ne cessait d'aboyer en direction du cercueil. « S'il vous plaît » murmura la mère d'Ethan, les larmes ruisselant sur son visage marqué par les années. « Est-ce que quelqu'un peut faire taire ce chien ?» L'agent Wilson tira doucement sur la laisse, tentant de calmer le chien. Mais Max résistait, haletant, son corps tendu vers la boîte funéraire, ses aboiements de plus en plus désespérés. Les regards gênés se croisèrent parmi les endeuillés. Le malaise s'installa. Puis une voix se fit entendre, grave, familière. « J'ai déjà vu ça », déclara finalement le capitaine Reynolds. « Parfois, ils ont besoin de voir leur partenaire une dernière fois pour faire leur deuil. » Après une brève délibération, les mains du directeur des pompes funèbres tremblèrent alors qu'il glissait la clé dans la serrure du cercueil. Les visages se tendirent, les respirations se suspendirent. Et lorsque le couvercle s'ouvrit enfin, le hurlement qui suivit s'enfonça dans la mémoire de la ville comme un clou dans le bois. Ce visage, ce n'était pas celui d'Ethan Carter. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Ethan Carter avait toujours été ce genre d'homme qui trouvait un sens à sa vie dans le service des autres. À 32 ans, ses larges épaules portaient autant le poids de l'uniforme que celui des attentes qu'il s'imposait lui-même. Il avait grandi dans la campagne de Pennsylvanie avec un Golden Retriever nommé Buddy qui fut son premier véritable ami. Ce chien avait planté, sans le savoir, les graines d'un amour profond et indéfectible pour les animaux. Lorsqu'il rejoignit le commissariat de Millfield en 2010, sa fiche de candidature mentionnait déjà, noir sur blanc, objectif ultime, devenir maître chien. Il fallut 3 années de patrouille pour que cette ambition se concrétise. Mais entre-temps, Ethan s'était forgé une réputation, calme, fiable, méthodique. Il n'était pas le plus bruyant ni le plus flamboyant, mais ses collègues savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Quand l'appel arriva enfin, ce fut le capitaine Reynolds lui-même qui lui annonça la nouvelle. « Tu l'as mérité, Carter. Mais je dois te prévenir, on va te confier Max. Il est compliqué depuis la mort de Jamison. Max n'était pas un chien ordinaire. À 5 ans, ce berger allemand noir aux yeux ambrés et à la posture altière était déjà une légende du département. Champion de pistage, taux de réussite record en opérations de recherche et sauvetage. Mais derrière cette façade impressionnante, Max portait des blessures invisibles. Son précédent maître, l'officier Frank Jamison, avait été tué lors d'une intervention sur une dispute conjugale. Max avait vu son partenaire mourir, impuissant. Depuis ce jour, il avait rejeté 3 nouveaux maîtres. Le dresseur en chef, le sergent Miller, avait été clair, mais ce chien-là, c'est peut-être ta mission la plus difficile. Le commissariat de Millfield desservait une petite ville de moins de 30 000 habitants. Assez petite pour que tout le monde connaisse tout le monde. Reynolds, en poste depuis 25 ans, dirigeait l'équipe d'une main ferme, bien que ses ambitions politiques défassent parfois à grincer des dents. Ethan, lui, vivait seul dans une maison modeste sur Oakwood Drive. Ses parents retraités étaient partis vivre en Californie, et sa sœur, Sarah, l'appelait chaque semaine. Invariablement, « Prends soin de toi, Ethan ». Il n'avait pas d'attache immédiate, juste ce besoin viscéral d'être utile. Le jour où il fut officiellement intégré à l'unité K9 fut l'un des plus beaux de sa vie. Il avait tout fait pour ça. Formation en plus, bénévolat dans des refuges, étude des comportements canins. Ce n'était pas une lubie, c'était une vocation. Le centre canin se trouvait en périphérie du commissariat, un enchaînement de chenils impeccables, de zones d'entraînement et de hangars à matériel. Miller l'attendait à l'entrée, tasse de café à la main, regard sceptique. « Alors, c'est toi le nouveau volontaire ? Écoute, Max a déjà rejeté 3 maîtres. Le premier, il ne voulait même pas sortir du chenil. Le second, il obéissait mais restait distant comme un fantôme. Le troisième, Max a failli lui arracher la main quand il a voulu le caresser. Ils traversèrent les couloirs jusqu'au dernier box, au fond à droite. Max se tenait là, immobile, pas d'aboiement, pas de remue-ménage, juste un regard fixe, perçant. « C'est le meilleur qu'on ait jamais eu », souffla Miller. « Mais depuis Jamison, il est brisé, et s'il ne s'attache pas à toi, on devra le mettre à la retraite. Trop dangereux, trop instable. » Ethan s'agenouilla, il ne parla pas tout de suite.
Il attendit, laissant au chien le soin de faire le premier pas. Un frémissement d'oreille, un regard soutenu. « Salut mon grand », murmura-t-il enfin. Et contre toute attente, Max se leva. Il suivit Ethan hors du chenil, pas trop près, pas trop loin, juste assez pour dire « Je t'écoute ». Ce jour-là, ils effectuèrent des exercices simples. Ordre de base, marche synchronisée, observation croisée. Max était parfait, trop parfait, comme une machine sans âme. Et quand le service se termina, Ethan tenta de l'emmener chez lui. « Allez Max, on rentre ». Le chien s'assit, refusant de bouger. « Il ne veut plus quitter les lieux », expliqua Miller. « Depuis Jamison, il attend quelqu'un qui ne reviendra pas. » Ce soir-là, Ethan partit seul. Mais avant de rentrer, il s'arrêta à l'animalerie. Il acheta de la nourriture premium, un lit moelleux, des jouets pensés pour chiens de travail, des friandises spéciales pour bergers allemands. Chez lui, il transforma la chambre d'amis en un sanctuaire. Pas pour l'attirer, mais pour qu'il sache qu'il serait le bienvenu. Un jour, les jours passèrent, puis les semaines. Chaque matin, Ethan arrivait au centre canin avant tout le monde. Il s'asseyait simplement près du chenil de Max. Il ne disait rien, ne forçait rien, il attendait, et chaque soir, après leur service, il tentait à nouveau de le faire monter dans la voiture. « Allez Max, viens !» Mais le chien s'asseyait, impassible. Toujours le même refus silencieux, comme une promesse faite à un fantôme. La date butoir approchait dangereusement. « Tu as encore un mois, Carter », lui rappela Reynolds d'un ton désolé. « Je sais que tu essaies, mais si ce chien ne peut pas s'intégrer, on n'a pas le choix. C'est une question de sécurité. » Ethan comprenait, mais quelque chose en lui refusait d'abandonner. Max n'était pas un animal cassé, il était blessé. Et cette douleur, Ethan la reconnaissait. Car lui aussi connaissait ce vide, cette absence, ce genre de manque qui ne fait pas de bruit, mais qui dévore tout. « On va y arriver ?» avait-il murmuré en caressant doucement les barreaux du chenil. « Je te le promets. » Le déclic arriva un jeudi après-midi. Une fillette de 10 ans, Katie Matthews, avait disparu lors d'une randonnée en famille à Blackwater Ridge, une vaste étendue boisée à la frontière nord de Millfield. Elle s'était éloignée du sentier pendant que ses parents installaient leur pique-nique et après 3 heures de recherches infructueuses, la panique s'était installée. L'alerte fut donnée, le capitaine Reynolds, la voix tendue, passa un appel radio. « Carter, on a besoin de Max. Les équipes de secours sont déjà sur place, mais la nuit tombe et la pluie arrive. » Ethan regarda Max, assis dans la cage arrière du véhicule, les yeux fixés sur la route. Le berger allemand n'avait pas bougé pendant tout le trajet, mais cette fois, c'était différent. Il y avait quelque chose dans sa posture, une tension, une alerte, comme s'il avait compris, comme s'il avait senti l'urgence. « On y va, mon grand !» dit Ethan en démarrant. À leur arrivée, la scène était chaotique. Les rangers s'activaient. Des bénévoles couraient entre les arbres. Les parents de Katie pleuraient près d'un pick-up. Les autres chiens de recherche s'égaraient dans des pistes contradictoires. Ethan s'avança vers le ranger en chef, Dawson. « Agent Carter et K9 Max à votre service. » Max se tenait parfaitement à ses côtés. « Elle portait ça », dit le ranger en tendant un élastique à cheveux roses contenu dans un petit sac plastique. On pense qu'elle est partie vers le nord, mais le terrain est dangereux là-bas. Ethan s'accroupit et ouvrit le sac. Max inspira lentement, profondément. Son corps se raidit, prêt à partir. Et pour la première fois, Ethan ressentit une chose étrange. Max n'agissait plus comme un automate. Il n'exécutait pas un ordre. Il répondait à un appel. « Montre-moi » murmura-t-il. Et Max partit. Contre toute attente, le chien ignora la direction nord, préférant s'engager vers l'ouest, en direction d'une zone interdite, marquée par des panneaux d'alerte sur des glissements de terrain récents. « Carter !» cria Dawson. « C'est trop risqué, ce secteur est instable. » Ethan hésita une seconde, puis il serra la laisse. « Je lui fais confiance. » Pendant 40 minutes, ils avancèrent en silence à travers une végétation de plus en plus dense. Max menait la marche infatigable, nez au sol, chaque muscle tendu vers un seul objectif. Soudain, il s'arrêta, oreilles dressées, puis il aboya, un son net, précis, et premier véritable aboiement d'alerte depuis qu'il connaissait Ethan. « Qu'est-ce que t'as trouvé ?» demanda-t-il. Max bondit à travers les buissons, la laisse échappant à la main d'Ethan. De l'autre côté, Ethan émergea sur un terrain en pente, ravagé par un glissement de terrain. Et là, à une 30aine de mètres en contrebas, un éclat de rose. Une veste, la veste de Katie, étendue sur le sol, partiellement recouverte de boue et de branches. « Katie !» hurla-t-il en attrapant sa radio, mais à l'instant où il fit un pas de plus, le sol céda. Il sentit la terre se dérober sous ses pieds. Le monde devint flou.
Il glissa, tenta d'attraper une racine, tomba, roula, heurta un arbre couché. L'air s'échappa de ses poumons, puis plus rien, silence, jusqu'à ce hurlement. Un cri déchirant, un cri de bête, maximum. Le chien avait vu la chute. Et contre toute logique, contre tout instinct de survie, il descendit. « Max, reste là !» haleta Ethan, encore à moitié sonné. Mais Max n'écouta pas. Pour la première fois depuis leur rencontre, il désobéit. Il avança, lentement, chaque pas mesuré, chaque pierre testée. Et lorsqu'il atteignit son maître, il le poussa doucement, le forçant à reculer. Plus haut, un nouveau glissement se préparait. Ethan comprit. Le chien ne voulait pas être un héros. Il voulait sauver son humain. Ils atteignirent de Katie quelques instants plus tard. Elle respirait, faiblement, mais elle était en vie. Ethan la prit dans ses bras, Max en tête pour leur ouvrir la voie. La radio avait été perdue. Il leur fallait retrouver le chemin seul. « Trouve la piste, Max. Ramène-nous à la maison. » Et le chien, comme s'il avait attendu ces mots toute sa vie, leva la tête, flaira l'air, puis partit. 3 heures plus tard, ils émergèrent à l'orée du sentier principal. Les secours coururent vers eux. Katie fut emmenée en urgence, son état stable. Ethan, blessé mais vivant, perdit un instant la trace de Max dans le chaos. Mais quand il retourna à sa voiture, le berger allemand l'attendait, non pas dans l'espace K9 arrière, mais assis sur le siège passager. À sa place, leur place. Lorsqu'Ethan monta, épuisé, Max posa brièvement sa tête sur son épaule. Puis il se redressa, digne. Cette nuit-là, pour la première fois, Max rentra à la maison avec Ethan. Les 15 mois qui suivirent le sauvetage de Katie transformèrent à jamais la relation entre Ethan et Max. Ce qui avait commencé comme une tentative de partenariat fragile devint rapidement un lien indéfectible forgé dans l'épreuve, le sang et la confiance. Chaque matin, Max réveillait Ethan d'un léger coup de patte sur la poitrine, ses yeux ambrés, brillants de détermination. Chaque soir, ils passaient en revue leurs enquêtes ensemble, Ethan parlant à voix haute comme pour s'assurer que Max comprenait chaque détail. Et à chaque fois, le regard du berger allemand restait fixé sur lui, attentif, presque humain. Parfois, Ethan se demandait s'il n'était pas en train de parler à un esprit. Leur taux de réussite dépassa rapidement celui de tous les autres duos du département. Max, avec son flair infaillible, son instinct affûté et son agilité parfaite, et Ethan méthodique, rigoureux, calme comme une pierre au milieu d'un ouragan. Ensemble, ils traquaient les disparus, retrouvaient des enfants, des vieillards, perdus dans les bois, mettaient au jour des caches de drogue que personne n'avait su localiser auparavant. On les appelait de plus en plus souvent dans les comtés voisins. Et parmi leurs collègues, une blague revenait souvent. Ces deux-là partagent le même cerveau. Même le sergent Miller, pourtant avare de compliments, avait lâché un jour pendant leur évaluation annuelle. Même Jamison et Max n'étaient pas aussi synchrones. Le capitaine Reynolds, impressionné, ne tarda pas à faire figurer Ethan et Max dans ses dossiers de présentation au conseil municipal. Le duo devint le visage officiel de l'unité K9. Des photos d'eux figuraient sur les brochures de recrutement, illustrant ce qu'une alliance homme-chien pouvait réellement accomplir quand elle était fondée sur la loyauté, la patience et la persévérance. Un jour, alors qu'il prenait un café à la machine, l'agent Wilson avait murmuré « Tu l'as sauvé, ce chien ». Après Jamison, on croyait tous qu'il était perdu. Ethan avait simplement secoué la tête. « C'est lui qui m'a sauvé. Avant lui, je faisais juste le boulot. Maintenant, j'ai un but ». Au printemps 2024, leur réputation dépassa les frontières de Millfield. Certaines unités spécialisées d'autres villes demandaient leur appui sur des affaires complexes. Ethan, lui, commença à envisager une évolution vers un poste de détective avec Max à ses côtés. Mais l'épreuve qui allait bouleverser leur vie une seconde fois arriva sous les traits banals d'un cambriolage industriel. Au départ, ce n'était qu'une série de vols dans des entrepôts, rien d'extraordinaire. Mais 5 sites différents furent touchés en 3 mois, tous avec la même méthode, caméra hors service, clôture sectionnée avec précision chirurgicale, inventaire méthodiquement ciblé, aucun vol d'opportunité. Les cambrioleurs prenaient uniquement ce qui avait de la valeur sur le marché noir, matériel électronique de pointe et surtout des médicaments. Ce sont pas des amateurs, commenta Ethan lors d'un briefing. Max, allongé à ses pieds, semblait lui aussi scruter les photos posées sur la table. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ils évitent de tout ce qui pourrait les ralentir. Ils planifient. Le capitaine acquiesça, préoccupé.
On est à court d'hommes. Je vais assigner l'agent Collins à ton enquête. Il est brillant et ça lui fera de l'expérience sur le terrain. Ethan jeta un coup d'œil à Michael Collins, assis de l'autre côté de la salle. 26 ans, fraîchement sorti de l'académie, déjà apprécié pour son esprit vif et son humour facile. Quelque chose pourtant dérangeait Ethan. Peut-être la façon dont son sourire ne touchait jamais ses yeux, ou cette impression qu'il en savait toujours un peu trop, même sur des affaires qui ne le concernaient pas. Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, Max et moi, on a notre rythme. Ajouter quelqu'un de nouveau pourrait le perturber. Reynolds balaya l'objection. Collins a besoin de terrain, et toi, tu pourrais avoir besoin de renfort. Ce jour-là, dans le parking arrière du commissariat, Ethan présenta Max à Collins. La réaction du chien fut immédiate. Ses oreilles se rabattirent, un grondement sourd monta de sa gorge. Collins recula d'un pas. « Eh ben, il m'aime pas beaucoup, hein ?» Ethan fronça les sourcils, posant une main rassurante sur la tête de Max. « Il est généralement sociable. Laisse-le venir à toi. » Max finit par se calmer, mais il garda ses distances. Ce comportement inhabituel poussa Ethan à rester en alerte. Ce n'était pas de la jalousie ou de la territorialité. C'était autre chose, une méfiance profonde, instinctive. Malgré cela, les trois hommes formèrent tant bien que mal une équipe. Collins se révéla redoutablement intelligent. Il repéra rapidement un schéma précis dans les cambriolages. Les sites touchés avaient tous reçu des livraisons de médicaments 2 jours avant le vol. Les produits électroniques, c'est une couverture. Ce qu'ils veulent vraiment, ce sont les opiacés, les antidépresseurs, tout ce qui se revend vite. « Comment tu sais ça ?» demanda Ethan surpris. Collins haussa les épaules. « J'ai un pote dans la distribution pharmaceutique. Il m'a expliqué comment ça fonctionne. Une explication plausible. Mais quelque chose clochait. Un léger bourdonnement d'alarme s'installa dans l'esprit d'Ethan. Il commença à observer discrètement Collins. Les appels qu'il passait à l'écart, les absences prolongées à l'heure du déjeuner, sa connaissance étonnante des zones de stockage les mieux fournies. Un soir, en nettoyant les preuves d'une intervention, Ethan tomba sur un gobelet de café de Collins. À l'intérieur, un bout de papier déchiré. Un numéro de téléphone partiel. Le choc fut instantané. Ce numéro correspondait à celui retrouvé sur un téléphone jetable découvert sur la dernière scène de cambriolage. Ethan photographia discrètement le papier, le remit à sa place et décida de ne rien dire. Il ouvrit un carnet privé où il nota chaque détail, chaque mouvement suspect, chaque coïncidence étrange. Max, comme s'il percevait l'angoisse naissante de son maître, devint plus attentif encore. Chaque fois que Collins s'approchait, le chien redressait la tête. Il surveillait, il attendait. Une nuit, sur le porche de sa maison, alors que la lune projetait une lumière pâle sur les planches de bois, Ethan murmura à Max « Il y a quelque chose qui cloche chez lui. Je ne peux pas encore le prouver, mais je dois faire attention. Si j'ai tort, je ruine sa carrière. Mais si j'ai raison… » Le berger allemand posa sa patte sur le genou d'Ethan. Et dans le silence, ce geste valait promesse. L'enquête connut un tournant brutal. Ce qui jusqu'ici ressemblait à une série de vols organisés devint soudain beaucoup plus grave. 2 nuits plus tôt, un gardien de sécurité avait surpris les voleurs à l'intérieur des entrepôts de Westridge Pharmaceutical. Le lendemain matin, on retrouva son corps, criblé de 2 balles dans la poitrine. Le premier homicide lié à cette série. Lors du briefing d'urgence, le visage du capitaine Reynolds était plus sombre que jamais. On a franchi un cap. Ces types ne se contentent plus de voler. Ils tuent. Carter, Collins, vous et Max serez notre équipe principale ce soir. Un nouvel entrepôt vient d'ouvrir à la périphérie de la ville. Livraison récente, sécurité minimale. S'ils doivent frapper, ce sera là. Ethan ne discuta pas. Il comprenait la gravité de la situation. Pourtant, quelque chose le rongeait. L'idée de partir en mission avec Collins lui donnait une nausée qu'il ne pouvait plus ignorer. Avant de quitter le commissariat, il entraîna Max dans une salle de réunion vide. De sa poche, il sortit un petit enregistreur vocal et l'attacha à l'intérieur du gilet tactique du chien, juste sous la sangle latérale. « C'est juste au cas où », murmura-t-il à son partenaire à 4 pattes. « Reste près de lui ce soir. S'il se passe quoi que ce soit, je veux que tu sois là. » Max, comme toujours, comprit. Il lécha une fois la main d'Ethan, un geste simple, un pacte silencieux. La nuit tomba sur Millfield comme une chape de plomb. L'entrepôt était immense, encore partiellement en construction. Ils arrivèrent, peu après minuit, dans un véhicule banalisé. Ethan prit le volant, Collins s'installa côté passager et Max s'allongea silencieusement sur la banquette arrière, les oreilles frémissantes à chaque bruit. L'obscurité était totale, percée seulement par quelques halos blafards provenant de lampadaires défectueux. Ils attendirent. 3 heures passèrent.
Le silence fut ponctué uniquement par les tics nerveux de Collins, qui consultait son téléphone et tapotait du pied. Puis, sans prévenir, Max se redressa. Son corps se tendit, ses oreilles pointées vers la grille de chargement. Il fixa l'obscurité. Ethan attrapa ses jumelles. 3 silhouettes furtives se détachaient contre le mur ouest du bâtiment. Une d'elles manipulait le boîtier électrique de la porte arrière. « Ils sont là », chuchota Ethan. Il se tourna vers Collins. « Appel du renfort. Max et moi, on fait le tour par l'est pour couper leur retraite. N'interviens pas tant que je n'ai pas donné le signal. » Collins acquiesça. Trop vite, trop calmement. Ethan sortit du véhicule avec Max à ses côtés. Ils avancèrent dans l'ombre, glissant le long du bâtiment comme 2 ombres furtives. Chacun connaissait parfaitement le rythme de l'autre, pas besoin de mots. Chaque geste, chaque mouvement était coordonné comme une chorégraphie silencieuse. Mais alors qu'ils atteignaient le coin sud-est, Max s'arrêta net. Il grogna, un son guttural, primal. Ethan n'eut pas le temps de poser la main sur son arme. Max se jeta sur lui, le projetant au sol juste avant qu'une détonation assourdissante n'éclate dans la nuit. Une balle, dans le mur, à quelques centimètres à peine de sa tête. Quelqu'un les attendait. La radio grésilla à son oreille. Collins, haletant, disait qu'il poursuivait les suspects en fuite à l'arrière. Mais Ethan comprit. Le piège s'était refermé. Il savait exactement où il serait. « Max ! Trouve Collins !» lança-t-il, sa voix chargée de colère et de suspicion devenue certitude. Le chien s'élança, son instinct en alerte. Ethan le suivit, boitant légèrement, l'adrénaline lui dévorant les veines. Ils contournèrent le bâtiment. Et là, la scène qu'ils découvrirent glaça Ethan jusqu'à la moelle. Collins était là, mais pas en posture de poursuite. Il faisait face à l'un des hommes masqués. Ils se disputaient violemment. « Tu m'avais dit que les flics seraient de l'autre côté !» hurlait l'homme. « T'avais qu'à suivre le plan !» répliqua Collins d'un ton venimeux. « Où était ma part ? Vous vous foutez de moi depuis le début !» Ethan sortit son arme. « Police, jetez vos armes !» Les 2 hommes se figèrent, le silence tomba, lourd et tranchant. Et puis, tout alla trop vite. Collins se tourna vers Ethan, il leva son arme. Une décision, un réflexe, une trahison. Max bondit. Le coup partit, la balle frappa Max à l'épaule, mais la masse du chien, emportée par l'élan, projeta Collins au sol. Le malfaiteur masqué profita du chaos pour viser Ethan. La douleur éclata dans son flanc comme une explosion. Le monde vacilla, il tomba contre le mur, sa vision embrouillée par la douleur et le choc. À travers le voile qui s'abattait sur lui, il vit Max, malgré sa blessure, refuser de lâcher prise. Le chien se battait encore, pour lui, pour la vérité. Un second coup de feu, un cri, un troisième, puis plus rien. Le silence, le néant. Le chaos s'abattit sur les urgences de l'hôpital Millfield Memorial aux premières heures de cette nuit de juillet. Les portes coulissantes s'ouvrirent dans un hurlement hydraulique, laissant entrer 2 brancards sanglants escortés par une nuée de personnel médical aux gestes précis et à la voix tendue. Le sang maculait les gants, les vêtements, les draps. 2 policiers, tous 2 gravement blessés. L'un atteint à l'abdomen et à la poitrine. L'autre, une balle dans le haut du torse et un traumatisme crânien sévère. Dans la confusion, personne ne prit le temps de vérifier les identités de manière formelle. Les badges, les effets personnels, tout avait été séparé dans la précipitation des soins d'urgence. Le plus gravement touché fut conduit immédiatement au bloc opératoire. Son visage était couvert d'un masque à oxygène. Son uniforme déchiré, souillé, ne permettait plus de distinction. « On le perd !» cria le chirurgien de garde. « Préparez une ligne artérielle et poussez une nouvelle unité de sang. » Dehors, dans l'aire d'ambulance, un autre véhicule arriva en trombe. À l'intérieur, un berger allemand blessé, couché sur une civière. Un vétérinaire s'affairait à stopper l'hémorragie de son épaule transpercée par une balle. Malgré la douleur, le chien grognait, tentant de se relever, les yeux rivés sur les portes de l'hôpital où ses maîtres avaient disparu. « Il appartient à l'un des 2 officiers », expliqua un collègue qui avait suivi l'ambulance. « C'est Max, le plus décoré de l'unité K9. Il était à l'agent Carter. » Dans les couloirs blanchis de l'hôpital, le capitaine Reynolds faisait les 100 pas. Son visage, d'ordinaire impassible, portait les stigmates du choc. 2 de ces hommes, l'un mortellement blessé, l'autre dans un coma profond, et un 3e homme, un voleur masqué, abattu sur place. Il fallait prévenir les familles, identifier les corps, mais un doute s'installa. Une infirmière s'approcha, un tableau dans les mains. « Monsieur, nous avons un problème. Les effets personnels des officiers ont été mélangés. Et avec les bandages, nous ne pouvons plus dire qui est qui. » Reynolds hésita. Puis résigné, l'officier Carter et celui avec l'équipement K9.
C'est le partenaire de Max, notez-le comme tel. Les heures passèrent, l'attente devint insupportable. À l'aube, le docteur Mercer sortit du bloc opératoire, le visage cerné par la fatigue. Il s'adressa au groupe d'officiers en attente. « Capitaine Reynolds, je suis désolé. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu sauver l'agent Carter. Les blessures étaient trop importantes, il a perdu trop de sang avant son arrivée. » Un silence terrible s'installa. Des murmures, des larmes. Reynolds ferma les yeux. Il se raidit. Et l'autre officier? Il était dans le coma. Traumatisme crânien. Gonflement cérébral important. Nous l'avons plongé en coma artificiel pour maximiser ses chances de récupération. Il a été sévèrement touché au visage, il faudra du temps. S'il se réveille. Plus tard, dans l'aile vétérinaire, Max était allongé sur un tapis médical, des pansements couvrant son épaule meurtrie. Il refusait de manger, refusait de répondre aux ordres. Passait des heures à fixer la porte, comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait plus. Il est en détresse, expliqua un technicien vétérinaire à l'agent Wilson. On voit ça parfois. Les chiens d'unité perdent leur repère quand leur maître disparaît, comme s'ils perdaient leur mission. Wilson soupira, accroupi à côté de Max. Je vais le ramener chez moi pour la nuit. Être dans une maison, loin de cette cage, ça pourrait l'aider. Et demain, il assistera aux funérailles. Il a besoin de dire au revoir. Pendant ce temps, dans la pénombre d'une chambre d'hôpital, un homme comateux luttait silencieusement contre les ténèbres. Son corps ne répondait plus. Son esprit pourtant était lucide, prisonnier, spectateur d'un drame qu'il ne pouvait empêcher. Derrière ses paupières closes, il entendait les pas, les voix, les conversations des médecins et des infirmières. Il voulait crier, hurler, mais son corps refusait. Et dans cette torpeur, une vérité affreuse résonnait comme une cloche dans sa poitrine. Il croit que je suis Michael Collins. Le jour des funérailles arriva. Gris, pluvieux, comme si même le ciel pleurait l'agent tombé. Le cimetière de Millfield avait été préparé avec soin. Tente blanche, chaises alignées, garde d'honneur, cercueil drapé du drapeau américain. La famille d'Ethan arrive tôt, sa mère, Martha, soutenue par sa fille Sarah. Son père, Richard, les traits figés par le chagrin. Les officiers en uniforme pleuraient en silence. Certains racontaient des anecdotes, des sauvetages, des éclats de rire. « Il a sauvé ma fille », dit un homme, Mr. Matthews, la voix brisée. « Il lui a sauvé la vie ce jour-là, dans les bois. » Le capitaine Reynolds prononça l'éloge funèbre, sa voix tremblait légèrement. L'agent Ethan Carter était ce que nous avons de meilleur. Un homme de devoir, de droiture, de courage. Il est tombé en héros aux côtés de son partenaire Max. À l'arrière de l'assemblée, Max arriva, tenu en laisse par l'agent Wilson. Il boitait légèrement. Son épaule était encore bandée. Il s'était montré calme durant tout le trajet. Mais lorsqu'ils approchèrent du cercueil, quelque chose changea. Ses oreilles se dressèrent, son corps se raidit, un gémissement profond monta de sa gorge. Il tira sur la laisse, fort, très fort. Wilson tenta de le retenir. Mais Max aboya. Un aboiement court, puis un autre. De plus en plus fort, de plus en plus déterminé. Les gens se retournèrent. Certains pleurèrent encore plus fort, d'autres étaient mal à l'aise. « Je suis désolé », murmura Wilson. « Il est encore en deuil. » Mais Max ne s'arrêtait pas. Il ne voulait pas qu'on le console. Il voulait quelque chose. Il voulait montrer quelque chose. Sarah Carter, le visage inondé de larmes, regarda le chien. « Pourquoi il fait ça ?» demanda-t-elle. Personne ne répondit. Jusqu'à ce qu'un ancien officier, assis au fond, se lève. « J'ai vu ça une fois, en 89. » Le chien de Peterson a réagi pareil. Il ne s'est calmé qu'après qu'on ait ouvert le cercueil. Reynolds hésita, puis se tourna vers Martha. Elle fixa Max, ses yeux tremblants de peur et d'intuition. Puis elle acquiesça. S'il a besoin de ça pour faire son deuil, alors qu'on ouvre. Le directeur des pompes funèbres s'exécuta, lentement, solennellement. Le couvercle du cercueil s'ouvrit. Et le cri qui suivit figea l'assistance. Martha se leva d'un bond. « Ce n'est pas mon fils !» hurla-t-elle. « Ce n'est pas Ethan !» Le silence explosa dans un chaos de murmures, de cris, de stupeur. Le capitaine Reynolds s'approcha, regarda le visage abîmé dans le cercueil et pâlit. Ce n'était pas Ethan Carter, c'était Michael Collins. Et Max enfin se tut. L'agitation se propagea dans tout le cimetière comme une onde de choc. Les officiers se ruèrent vers le cercueil. Les visages devinrent pâles, incrédules. Des murmures d'horreur traversèrent les rangs comme un frisson. Des larmes se changèrent en cris. Et au milieu de ce tumulte, Max se tenait là, parfaitement immobile, assis devant le cercueil ouvert,
fixant le visage de l'homme à l'intérieur avec une intensité qui ne laissait plus place au doute. Il savait, depuis le début, ce n'était pas son maître, ce n'était pas Ethan Carter. Le capitaine Reynolds, le souffle court, recula d'un pas. Si ce n'est pas Ethan, alors, qui est dans cette chambre d'hôpital? Le frisson devint glacial. Quelqu'un, quelque part, vivait sous une fausse identité, et l'homme qu'il pensait avoir perdu était peut-être encore en vie. À l'hôpital de Millfield Memorial, dans l'unité de soins intensifs, la chambre 412 était plongée dans une semi-pénombre. Un battement régulier d'électrocardiogramme, les bips des machines, et le silence oppressant des couloirs du service de traumatologie. Une infirmière entra, elle ajusta les perfusions, vérifia les pansements. Puis, en relevant doucement une compresse sur le côté du visage du patient, elle s'arrêta net. Sous l'enflure et les bandages, une petite cicatrice se dessinait sous l'oreille droite. Une marque discrète, mais familière. Elle plissa les yeux. Elle l'avait vue. Pas ici. Pas dans le dossier. Sur un mur, oui, sur le mur des distinctions, à l'entrée de l'hôpital, où une photo d'Ethan Carter trônait parmi celles des autres héros locaux. La même cicatrice. Le même regard, même flouté par la douleur, son cœur s'emballa. Elle descendit en trombe dans le bureau de l'administration, attrapa un téléphone. C'est l'infirmière Mitchell, en soins intensifs. Je crois qu'on a fait une erreur terrible dans l'identification des officiers amenés après la fusillade à l'entrepôt. L'annonce de la découverte frappa le commissariat comme une tempête. En quelques minutes, le capitaine Reynolds et la famille Carter foncèrent vers l'hôpital, escortés par 2 véhicules de patrouille, les gyrophares déchirant le silence de l'après-midi. À leur arrivée, le directeur médical les attendait, blême, les mains tremblantes. Nous avons relancé une vérification complète des identités. Et il semblerait que l'homme dans le coma ne soit pas Michael Collins. C'est Ethan Carter. Dans la chambre 412, les bandages furent délicatement retirés, révélant des traits familiers sous les blessures. Martha Carter se précipita, ses mains tremblantes se posant sur la joue de son fils. « Ethan, mon Dieu, c'est lui !» Derrière elle, Max entra. Wilson avait insisté pour qu'il soit là. Dès qu'il franchit la porte, le chien se redressa, tira sur la laisse, gémit doucement, puis bondit vers le lit. Il posa une patte sur le matelas, approcha son museau du visage d'Ethan et émit un gémissement long, vibrant, comme un appel à travers les voiles du coma. Et pour la première fois, Ethan réagit. Son doigt remua, un spasme à peine perceptible. Un frémissement, un clignement sous la paupière. Max gémit de plus belle, frotta son museau contre la main immobile. Martha sanglota, prise entre l'angoisse et l'espoir. « Il m'a reconnu, je le sais !» Le docteur Mercer arriva, fit signe de ralentir les émotions. C'est un excellent signe. Il émerge, lentement, mais c'est fragile. Le cerveau a subi un traumatisme important, nous devons être patients. Les jours qui suivirent furent suspendus dans une attente fébrile. Ethan oscillait entre semi-conscience et silence profond. Mais Max ne quitta jamais la chambre. Il veillait, couché près du lit, alerte au moindre frémissement. Parfois, il posait simplement son museau contre la main d'Ethan. Et parfois, ce simple contact suffisait à faire vibrer l'électrocardiogramme d'un battement plus vif. Sarah passait ses journées à lire à voix haute. Richard restait souvent debout à la fenêtre, les bras croisés, les yeux perdus dans le lointain. Martha, elle, parlait à son fils comme s'il était éveillé. Elle lui racontait des souvenirs d'enfance, des histoires drôles, des regrets. Et Max, fidèle, écoutait chaque mot. Le 5e jour, en pleine nuit, alors que Martha s'était assoupie sur le fauteuil, Max se leva brusquement. Ses oreilles frémirent. Il se rapprocha du lit. La main d'Ethan venait de bouger, lentement. Ses doigts frôlèrent la couverture. Max se mit à remuer la queue. Il poussa doucement cette main, l'encouragea. Ethan ouvrit les yeux. Ce ne fut d'abord qu'un battement de paupières, puis un regard perdu, brumeux. Max émit un aboiement doux, juste assez pour réveiller Martha sans effrayer Ethan. Elle bondit, attrapa la main de son fils. « Ethan, mon chéri, tu es là ? Tu es revenu. » Ethan voulut parler, mais seuls quelques sons rauques franchirent ses lèvres. Martha lui donna doucement des glaçons à sucer, humidifia ses lèvres. Elle parlait sans arrêt, larmes aux yeux, tandis que Max posait sa tête contre l'épaule de son maître. Dans ce silence, dans ce moment suspendu, Ethan bougea enfin la main, pour la poser sur la tête de Max, et le chien ferma les yeux. Il n'y avait plus de doute, il était de retour. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'agent Carter n'était pas mort, il était vivant, il se battait. Les journalistes, déjà agités par la révélation du cercueil, affluèrent.
Les officiers, émus, vinrent à tour de rôle à son chevet. Et partout, dans les couloirs du commissariat, une question tournait en boucle. Comment une telle erreur d'identification avait-elle pu se produire? Et surtout, qu'avait réellement fait Michael Collins? Les réponses vinrent vite. Une perquisition chez Collins mit au jour des téléphones jetables, 50 000 $ en liquide et des documents confidentiels liés aux entrepôts cambriolés. Mais surtout, sur son ordinateur, des échanges cryptés avec un certain Sentinelle, une taupe, quelqu'un de haut placé dans la police, quelqu'un qui l'avait aidé à infiltrer le commissariat et qui savait tout. L'affaire ne faisait que commencer. 3 semaines après son réveil, Ethan Carter était encore affaibli. Son bras droit avait perdu en mobilité, sa démarche était instable et sa mémoire revenait par à-coups. Mais chaque jour apportait un progrès. Il marchait désormais avec une canne, parvenait à tenir une conversation. Et surtout, il retrouvait petit à petit la netteté de ses souvenirs. À son chevet, la présence constante de Max restait son ancrage. Le chien ne le quittait jamais. Il dormait près du lit, l'accompagnait dans ses exercices de rééducation. Et lorsqu'Ethan était assailli par les doutes, il lui suffisait de poser la main sur son pelage chaud pour retrouver un semblant de calme. Ce matin-là, la chambre était calme. Une lumière douce baignait les murs. Le capitaine Reynolds était là, ainsi que l'inspectrice Simmons d'Internal Affairs. Assise au bord du lit, Sarah veillait comme toujours. L'heure était venue de faire parler les souvenirs. « Agent Carter, dit Simmons d'une voix posée, ce que vous savez peut avoir des répercussions bien au-delà de cette ville ?» Ethan acquiesça faiblement. Il prit une profonde inspiration. « J'ai commencé à avoir des soupçons sur Collins 2 semaines avant la fusillade. Il posait trop de questions sur des choses qui ne le concernaient pas. Il connaissait des détails sur les entrepôts, avant même qu'on les analyse. Il disparaissait aux pauses déjeuner. Et surtout, Max ne l'a jamais accepté. Il gardait toujours ses distances. « Vous avez informé quelqu'un ?» demanda Reynolds, bras croisés. « Non, répondit Ethan. J'avais besoin de preuves, de certitudes. Alors j'ai commencé à noter. Les heures, les détails, des bouts de numéros que je voyais dans ses affaires. » L'inspectrice hocha la tête. « Et le soir de la mission, vous avez placé un enregistreur sur Max ?»« Oui, je n'avais pas confiance. Et je savais que Max resterait près de lui si les choses ne tournaient mal. » Il fit une pause, ferma les yeux, revoyait la scène comme une série d'éclats brisés, le parking, l'ombre, le coup de feu. Quand il a levé son arme sur moi, j'ai su, pas juste un traître, un assassin. Et puis il a dit, murmura Simmons en consultant ses notes, « Sentinelle vous passe le bonjour. » Ethan rouvrit les yeux, l'air se densifia autour de lui. Ce mot, ce nom, il le hantait depuis son réveil. Sentinelle, celui qui tirait les ficelles, celui que personne ne voyait. Simmons échangea un regard lourd de sens avec Reynolds. « Nous avons trouvé ce nom dans les messages cryptés sur le portable de Collins. C'est un pseudonyme utilisé dans plusieurs affaires de corruption policière dans 3 comtés différents. » Ethan inspira profondément. Il n'était pas seul. Il a été protégé, placé là pour nous infiltrer. Il avait des instructions. Il savait quand frapper. Et il savait exactement où j'allais me trouver. Le silence se fit. Simmons prit une autre note. Puis elle releva les yeux. « Vous avez mentionné un carnet où vous notiez vos observations ?» Ethan hocha la tête. « Oui, je ne voulais pas le laisser au commissariat. Trop risqué. Je l'ai caché dans le jardin, sous l'équipement d'entraînement de Max. Il connaît l'endroit. Je lui ai donné un mot de commande au cas où il devait le protéger. » Reynolds croisa les bras. « On va envoyer une équipe. » Sarah se leva. « Je viens avec vous. J'ai les clés et Max nous y conduira. » 2 heures plus tard, ils étaient de retour. Le carnet était là, intact. À l'intérieur, les pages étaient remplies d'observations méticuleuses, d'horaires, de plans d'accès, de conversations partiellement recopiées. Mais surtout, un détail que même Ethan avait oublié refaisait surface. Un fragment de plaque d'immatriculation repéré un soir au commissariat. Une voiture de luxe, garée sur les places réservées. Elle n'avait rien à y faire. Et ce fragment correspondait à un véhicule appartenant à l'épouse du capitaine Reynolds. Le monde se figea autour de Sarah. Elle regarda les policiers. Max grogna doucement. Et dans la pièce, une certitude s'installa. Un doute trop longtemps ignoré, trop inconcevable pour avoir été envisagé, mais désormais impossible à nier. Le traître, celui que l'on appelait Sentinelle, pourrait bien être l'homme qui commandait ce commissariat depuis plus de 20 ans. Le lendemain matin, à l'aube, les forces de la police d'État se présentèrent à la maison de James Reynolds avec un mandat de perquisition. Dans un coffre-fort dissimulé au fond du garage, ils trouvèrent 200 000 $ en liquide, plusieurs passeports
et un téléphone à carte contenant les mêmes messages codés retrouvés chez Collins. Il tentait de fuir. Il préparait sa disparition. Mais il n'en eut pas le temps. À l'hôpital, pendant ce temps, Ethan, en chemise d'hôpital et appuyé sur sa canne, fixait la fenêtre. Il tenait la laisse de Max dans la main gauche. Lorsqu'il vit entrer Simmons, il sut. « Il a été arrêté », dit-elle simplement. Ethan baissa la tête. « Depuis combien de temps ? » ?»« Des années. » Il a commencé par fermer les yeux sur de petits trafics. Puis il est devenu un pivot d'un réseau qui s'étendait jusqu'au bureau du maire. Collins n'était qu'un pion. Vous étiez une menace. Il vous a fait surveiller, piéger, éliminer. Le berger allemand, comme s'il comprenait chaque mot, se redressa, tendit l'oreille. Il savait lui aussi. Il savait depuis longtemps. Son instinct avait vu ce que les hommes n'avaient pas voulu croire. Dans cette pièce blanche, au mur chargé de souvenirs, Ethan se leva lentement. Sa voix était fatiguée, mais claire. « Je veux témoigner. Devant un tribunal, devant le monde, il ne faut plus jamais que ça arrive. » Et Max, comme toujours, était prêt à marcher à ses côtés. L'automne s'installa doucement sur Millfield, peignant les arbres de couleurs flamboyantes alors que les jours raccourcissaient. Le calme trompeur des rues contrastait avec l'agitation qui régnait entre les murs du palais de justice. Après des mois d'enquête, de révélations et de bouleversements, le procès de l'ancien capitaine James Reynolds allait enfin s'ouvrir. Et ce matin-là, devant les marches de marbre gris, des journalistes de tout l'État s'agglutinaient déjà, prêts à capturer le moment où Ethan Carter, survivant d'un piège mortel, franchirait à nouveau ses portes. Non plus en tant que victime, mais en tant que témoin. Assis à l'arrière de la voiture, Max à ses côtés, Ethan ajusta la manche de sa chemise. Son bras droit était toujours plus faible, ses gestes mesurés. Une canne reposait contre son siège. Mais ses yeux, eux, savaient retrouver leur éclat. Un éclat forgé dans la douleur, dans la lutte, dans la vérité. « Tu es prêt ?» demanda Sarah en tournant brièvement la tête vers lui. Ethan caressa machinalement la tête de Max. Le berger allemand remua légèrement la queue, calme, concentré. Autant que possible. Ils descendirent lentement, Max marchant à son rythme, comme s'il avait compris que chaque pas comptait. Devant les caméras, les flashs, les micros tendus, Ethan ne dit rien. Il avança, les yeux fixés droit devant, porté par un chien et par une vérité que plus rien ne pouvait étouffer. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était lourde, chargée de tension. Sur le banc des accusés, Reynolds, amaigri par des mois de détention, portait une chemise boutonnée trop grande. Il garda les yeux baissés. Mais quand Ethan entra dans la salle, flanqué de Max, leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Un éclair de quelque chose, peut-être de honte, peut-être de regret, passa dans les yeux de l'ancien capitaine. Mais Ethan n'y vit aucune excuse. Le juge appela le témoin principal à la barre. Ethan s'approche lentement, Max à ses côtés. Il s'installa. Le silence était absolu. Même les jurés semblaient retenir leur souffle. « Monsieur Carter » commença l'avocat général. « Vous avez subi une blessure par balle le soir de la fusillade, n'est-ce pas ?» Ethan hocha la tête, dans le flanc et au poignet. « Et pourtant, vous êtes ici aujourd'hui, parce que Max m'a sauvé la vie. » Un murmure parcourut la salle. L'avocat sourit doucement. « Parlez-nous de ce soir-là, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu. » Ethan ferma brièvement les yeux, revoyait le parking, les voix, la trahison. Collins faisait partie des cambrioleurs. Il négociait une part du butin. Il a levé son arme contre moi. Max l'a intercepté. Puis l'un de ses complices m'a tiré dessus. J'ai chuté. J'étais en train de perdre connaissance quand j'ai entendu Collins dire « Sentinelle vous passe le bonjour ». L'avocat se tourna vers le jury. Et aujourd'hui, nous savons que Sentinelle n'était autre que James Reynolds, votre supérieur direct. Oui, vous avez des preuves ? Mon carnet, mes notes, l'audio enregistré sur Max et la plaque d'immatriculation que j'ai repérée 3 semaines avant l'attaque appartenant à la femme de Reynolds. Les murmures devinrent plus audibles. Un juré secoua la tête, visiblement bouleversé. L'avocat s'approcha un peu plus. Une dernière question, agent Carter. Si Max n'avait pas réagi, si vous aviez été enterré, est-ce que cette vérité aurait éclaté ? Ethan regarda son chien. Max le fixait avec douceur, mais avec cette intensité qu'il n'avait jamais perdue. Non, on m'aurait enterré sous le nom de Michael Collins, et tout ce réseau de corruption aurait continué de prospérer. C'est Max qui a refusé de croire à ce mensonge. C'est lui qui m'a reconnu. Un silence chargé d'émotion s'abattit sur la salle. Même le juge semblait ému. Le procureur s'éclaircit la gorge. « Merci, agent Carter. Aucun autre témoin ne pourrait dire cela à votre place. » Le procès dura encore plusieurs jours. Les révélations s'accumulèrent.
Les aveux de Reynolds, en échange d'une peine réduite, firent tomber d'autres noms, de sergent, un adjoint au maire, un procureur adjoint. Tous trempaient, à divers degrés, dans le réseau mis en place par l'ancien capitaine. Le tribunal fut le théâtre d'une purification douloureuse, mais nécessaire. Pour Ethan, le plus dur n'était pas de témoigner, c'était de réaliser l'ampleur de la trahison. Il avait servi cette institution avec loyauté, parfois au prix de sa propre vie. Et dans l'ombre, ceux qui auraient dû le protéger avaient tenté de l'effacer. Un jour, alors qu'il quittait le tribunal, un officier qu'il connaissait à peine vint à sa rencontre. Il lui serra la main, les yeux humides. « Merci Carter, sans vous, on serait encore tous dans le noir. » Ethan répondit d'un simple hochement de tête. Il n'avait pas besoin de discours. Il avait Max, il avait la vérité. Et désormais, il avait une nouvelle mission. Les mois qui suivirent le procès marquèrent un tournant décisif pour Millfield. Le réseau de corruption, lentement démantelé, laissa derrière lui un vide profond dans la hiérarchie policière. Le public, désabusé, regardait désormais chaque décision avec une méfiance teintée de colère. La confiance n'avait pas simplement été érodée, elle avait été pulvérisée, et au milieu de cette reconstruction chaotique, un homme marqué dans sa chair refusa de tourner le dos à ce qu'il avait toujours cru. Ethan Carter aurait pu quitter la police. Il aurait pu déposer sa plaque, rendre son arme et reconstruire sa vie ailleurs. Mais il choisit de rester, pas pour le passé, mais pour ce qui pouvait encore être sauvé. Ses blessures physiques guérirent lentement. La kinésithérapie l'aida à retrouver l'usage partiel de son bras droit. Il marchait désormais sans canne la plupart du temps. Mais les séquelles invisibles, celles qui se logeaient dans le silence de ces nuits, dans les éclairs de mémoire de cette nuit où tout aurait pu s'arrêter, celles-là restaient plus longues à cicatriser. Max était toujours là, omniprésent, ancrage silencieux, compagnon fidèle. Il ne se contentait plus d'être un chien policier. Il était devenu le cœur battant d'un homme reconstruit et d'un système en ruine. L'automne se transforma en hiver. Puis, un matin, un courrier inattendu arriva à la maison. Un pli officiel, le cachet du commissariat. À l'intérieur, une offre, un poste nouvellement créé dans le cadre de la réorganisation. Directeur de l'unité K9, avec mention spéciale, conçu pour vous et Max. Le sergent Miller et l'agent Wilson, deux visages amis, étaient venus lui apporter le dossier en personne. Dans le salon, autour d'une tasse de café, ils exposèrent leur idée. On repart de zéro, Ethan, le département est en pleine reconstruction, et on veut que l'unité K9 en soit la pierre angulaire. On veut que tu la diriges. Formation, sélection des chiens, des binômes, stratégie d'intervention, tout. Ethan resta silencieux un long moment. Il fixa les papiers devant lui. Max s'était allongé à ses pieds, la tête posée sur ses pattes, observant son maître de ses yeux ambrés, pleins d'attente. Il semblait comprendre l'enjeu mieux que quiconque. Ethan releva les yeux. « Vous croyez vraiment qu'on peut encore bâtir quelque chose de propre, ici ?» Wilson hocha la tête. « Pas seulement propre, meilleur. » Miller ajouta, plus doucement, « Et qui mieux que vous pour en poser les fondations ?» Cette nuit-là, Ethan resta longtemps éveillé. Max était étendu sur le tapis, immobile. Le silence de la maison était ponctué par les craquements discrets du bois sous les rafales de vent. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. Dehors, la neige tombait doucement, couvrant la ville d'un voile silencieux. Il repensa à tout ce qu'ils avaient traversé. À cette nuit, dans l'entrepôt, au cercueil ouvert, à ce moment où Max avait refusé la mort, refusé le mensonge. Et il comprit. Ce poste n'était pas une récompense, c'était une continuité, la suite naturelle de leur combat. Il se retourna, regarda Max. « Qu'en penses-tu, partenaire ? On leur montre comment ça se fait ?» La queue du berger allemand battit lentement contre le sol. Au printemps suivant, Millfield accueillit une journée portes ouvertes pour célébrer la renaissance du département de police. Nouveaux uniformes, nouveaux visages, et surtout une unité K9 flambant neuve, dirigée par un homme et un chien devenus des symboles de vérité et de résilience. Le terrain d'entraînement avait été entièrement repensé. Obstacles variés, parcours de pistage, simulation d'intervention, et au centre Max, toujours aussi impressionnant malgré quelques poils gris autour du museau, surveillait les nouveaux venus avec l'air d'un vétéran bienveillant. Ethan observait les entraînements depuis le bord du terrain, un carnet à la main. Ses remarques étaient brèves, précises. Il ne cherchait pas la perfection. Il cherchait la connexion, l'instinct, le respect mutuel. Et il ne tolérait pas les raccourcis. Le chien n'est pas un outil, lançait-il souvent. C'est un partenaire. Vous ne le contrôlez pas.
Vous collaborez. Vous le méritez. Un jour, la nouvelle chef de la police, Diana Rodriguez, nommée pour mener la réforme, vint lui rendre visite sur le terrain. On dit que vous avez préparé une démonstration spéciale pour l'ouverture au public, dit-elle, sourire en coin. Ethan hocha la tête. Max et moi, on a quelque chose à leur montrer. Le jour venu, la foule se pressa autour des clôtures. Des familles, des enfants, des journalistes, et lorsque le haut-parleur annonça « Agent Ethan Carter et K9 Max », un silence respectueux s'installa. Ils entrèrent sur le terrain côte à côte. Pas de muselière, pas de laisse, juste un lien invisible forgé par des épreuves qu'aucun entraînement ne peut simuler. Le parcours débuta, Max obéissait à 100 mots, à chaque obstacle, il anticipait, réagissait, s'adaptait. Le public retenait son souffle. À la fin, Ethan leva le bras. Max s'arrêta, s'assit, puis leva les yeux vers lui. Ethan murmura une commande inaudible. Max s'inclina légèrement comme un salut. La foule explosa d'applaudissements. Mais pour Ethan, ce n'était pas une démonstration de performance. C'était une démonstration de vérité. Une preuve vivante que même au cœur du chaos, la loyauté et le lien véritable entre deux âmes pouvaient triompher. Les jours passèrent, puis les semaines, et avec elles, les retombées du scandale continuèrent de se propager. 19 condamnations, 3 anciens officiers de police, 2 fonctionnaires de mairie, un substitut du procureur et même l'ancien maire lui-même. Tous, à des degrés divers, avaient trempé dans la toile que Reynolds avait tissée en silence pendant des années. La presse parlait de nettoyage historique. Le public, lui, oscillait entre colère et soulagement. Mais pour Ethan, les titres importaient peu. Ce qu'il ressentait au fond, c'était une étrange forme de deuil. Non pour les hommes tombés, mais pour l'institution qu'il avait servie avec tant de foi. Il ne pleurait pas un capitaine, il pleurait une illusion. Durant cette période de transition, Max demeura plus que jamais le cœur battant du foyer. Il sentait les absences d'Ethan, ses insomnies, ses pensées tournées vers le passé. Il savait. Et comme toujours, il ne demandait rien. Il offrait simplement sa présence, son regard ambré, sa constance. Un soir de décembre, alors que la neige recommençait à recouvrir les rues de Millfield, Ethan rentra plus tard que d'habitude. Il avait passé la journée à superviser la formation des nouveaux binômes K9, une initiative qui peu à peu redonnait à la population confiance dans la police. Lorsqu'il entra, Max vint l'accueillir en silence. Aucun aboiement, juste une présence, une fidélité. Ethan se laissa tomber sur le canapé. Il resta là, dans le noir, un long moment, puis il murmura « Tu sais, parfois je me demande si tout cela valait la peine. » Max posa doucement sa tête sur le genou de son maître. Et dans ce simple geste, Ethan sentit la réponse. Oui, parce qu'au bout de la douleur, il y avait eu la vérité. Parce qu'il était encore là, debout, vivant. Et parce que Max l'avait toujours vu tel qu'il était, même quand lui-même doutait. Au début du mois de janvier, Ethan reçut un appel inattendu. Le bureau du procureur fédéral. L'enquête avait révélé des ramifications plus profondes encore. Des échanges financiers entre Reynolds et des entreprises pharmaceutiques, des transferts d'informations sur des procédures judiciaires. « Ce que vous avez déclenché dépasse de loin les frontières de Millfield », lui dit la procureure Vargas. « Et pour ça, nous vous devons plus qu'un merci. » Mais pour Ethan, les honneurs avaient perdu de leur éclat. Ce qu'il souhaitait désormais, c'était du concret, du durable. Il voulait transmettre, préparer la prochaine génération à résister aux séductions du pouvoir et aux facilités de l'oubli. Alors, il se plongea corps et âme dans la construction de l'unité K9 Nouvelle Génération. Il mit en place des modules de psychologie canine, des cours d'éthique, des simulations de stress extrême. Il enseigna à ses recrues que leur chien n'était pas une arme, mais un miroir. Et que si le chien refusait un partenaire, il fallait se poser les bonnes questions. Un jour, une jeune officier nommée Martinez s'approcha timidement. Son chien, Bella, un malinois plein d'énergie, montrait des signes d'anxiété en présence d'un instructeur en particulier. Ethan la regarda grave. « Faites-lui confiance. Ce qu'elle perçoit, vous ne le verrez peut-être jamais, mais elle le sait. » Et ces mots, il ne les prononçait pas en théorie. Il les portait, gravés en lui. Car Max, lui, avait vu ce que personne n'avait voulu voir. Max avait su, depuis le premier jour, que Collins mentait, que Reynolds trahissait, et que le danger venait de l'intérieur. Il avait aboyé, il avait lutté, il avait saigné, et il avait sauvé la vérité. Un matin de février, en arrivant au centre, Ethan découvrit un colis laissé sur son bureau. À l'intérieur, une plaque de bronze, commandée par les nouveaux officiers.
Elle représentait un berger allemand fièrement assis et dessous de gravé dans le métal, en l'honneur de Max, officier K9, dont la loyauté a révélé la vérité quand tous les autres ont échoué. Ethan la caressa du bout des doigts. Il ne dit rien, mais ce soir-là, chez lui, il s'agenouilla devant son vieux compagnon et murmura « Tu as tout changé, mon grand ?» Tout. Les cicatrices d'Ethan restaient là. Certaines visibles, d'autres non. Mais elles ne le définissaient plus. Ce qui le définissait désormais, c'était cette salle d'entraînement remplie de jeunes duos, ce terrain où résonnaient les ordres clairs et les aboiements concentrés. Et ce regard, toujours là, posé sur lui, le regard d'un chien qu'il avait toujours vu, même quand le monde l'avait enterré vivant sous une erreur d'identité. Le printemps arriva, apportant avec lui un vent tiède et des promesses de renouveau. Pour Millfield, c'était une saison de renaissance. Les façades avaient été repeintes, les parcs nettoyés et surtout, la confiance publique renaissait lentement. Mais ce qui symbolisait le plus cette résilience retrouvée, c'était ce terrain d'entraînement où chaque jour, Ethan Carter et Max accueillaient de nouveaux binômes, leur transmettant les leçons tirées dans la douleur. Max, désormais âgé de 9 ans, portait les traces du temps, des reflets argentés dans sa fourrure, une démarche un peu plus lente, mais un regard inchangé. Il n'était plus un chien d'intervention. Il était un mentor, une légende vivante. Ethan, de son côté, avançait avec une force nouvelle. Il boitait encore légèrement certains jours, sa main droite avait gardé une légère tremblote, mais il était plus solide que jamais. Il n'était plus seulement un officier. Il était devenu un pilier moral, un guide. Et dans chaque conseil qu'il donnait, dans chaque correction qu'il apportait à un jeune agent, il insufflait quelque chose de plus grand, un respect sacré pour le lien entre l'homme et son chien. La chef Rodriguez passait régulièrement observant les entraînements avec satisfaction. Elle avait vu le département se redresser, pas par des slogans, mais par des actes. Elle savait que l'âme de cette reconstruction battait au rythme des pas d'un homme blessé et d'un chien héroïque. Un matin, elle s'approcha d'Ethan après une session particulièrement impressionnante. Martinez et Bella venaient de réaliser une démonstration impeccable de pistage complexe. « Carter, dit-elle en croisant les bras, je crois qu'on va devoir étendre votre programme à l'échelle régionale. Ce que vous construisez ici, ça mérite d'être répliqué. » Ethan sourit faiblement. Il regarda Max couché au soleil, les yeux mi-clos. « Tant que Max est là, je peux tout faire. » Mais au fond, il savait. Le temps viendrait. Le temps où Max devrait raccrocher le harnais. Le temps où le vieux berger allemand aurait mérité le repos qu'il n'avait jamais demandé. Ce soir-là, Ethan s'assit avec lui sur le porche, une couverture sur les genoux, une tasse de café entre les mains. Le ciel rougissait à l'horizon. Max posa sa tête contre sa cuisse, comme il le faisait toujours. Et Ethan, d'une voix douce, murmura « Tu as vu la ville, Max ? Elle se redresse, grâce à toi, grâce à ce que tu as refusé de laisser mourir. » Il resta longtemps ainsi dans le silence du crépuscule. Il repensa à cette journée au cimetière, à ce cercueil ouvert, à ce moment où tout avait basculé. Et il sut que cette histoire, leur histoire, dépasserait le cadre des dossiers officiels. Elle deviendrait une légende, pas à cause des crimes, ni même du procès, mais parce qu'un chien avait refusé d'accepter la mort de son maître, parce qu'un aboiement avait réveillé une vérité que tous les hommes avaient ignorée. Le lendemain, un groupe d'enfants en visite scolaire arriva au centre. Ils écarquillaient les yeux devant les chiens, posaient 1000 questions. L'un d'eux, un garçon timide, demanda à Ethan s'il pouvait voir le fameux Max. Ethan fit signe au chien, qui s'approcha calmement, le regard doux. Le garçon tendit une main tremblante. Max la renifla, puis la toucha de son museau. L'enfant éclata de rire, soulagé. « Il est pas si effrayant », lança-t-il. Ethan répondit, le sourire dans la voix. « C'est parce qu'il sait lire les cœurs ?» À la fin de la journée, alors que les enfants s'en allaient, l'un d'eux revint en courant. Il tendit à Ethan une petite feuille de papier avec un dessin maladroit. On y voyait un homme et un chien côte à côte devant un grand soleil. En lettres d'enfant, il avait écrit « Pour Max, le chien qui a vu ce que les autres ne voulaient pas voir ». Ethan sentit sa gorge se serrer. Il accrocha le dessin au mur de son bureau, à côté de la plaque en bronze. Un monument silencieux à une vérité universelle. Certaines connexions ne peuvent être brisées, ni par la peur, ni par la mort, ni par le mensonge. Et ce lien-là avait sauvé une ville entière. Un an jour pour jour après la fusillade à l'entrepôt, la ville de Millfield organisa une cérémonie modeste mais profonde, rassemblant officiers, familles, civils et anciens blessés. Le soleil printanier baignait la pelouse du commissariat rénové,
là où avait été installée une nouvelle aile dédiée au centre de formation K9. Sur un socle de pierre claire, trônait désormais la plaque de bronze à l'effigie de Max, luisant doucement sous la lumière. Un banc avait été ajouté en face, entouré de rosiers blancs. La foule s'était tue, tous attendaient la prise de parole d'Ethan. Il s'avança lentement, Max à ses côtés, son pas un peu raide mais digne. Vêtu de son uniforme réajusté et son insigne bien en place sur la poitrine, il s'arrêta devant le pupitre. Il ne consulta aucun papier. Il n'avait rien préparé, il n'en avait pas besoin. Il y a 1 an, j'ai été laissé pour mort. Pas par un accident, pas par hasard, mais par quelqu'un en qui je croyais pouvoir avoir confiance. On m'a presque enterré sous une autre identité. Et pourtant, je suis ici. Pas parce que la vérité a éclaté toute seule, mais parce que quelqu'un a refusé de l'oublier. Il tourna légèrement la tête vers Max. Le chien était assis, regard levé vers son maître, présent, immobile, majestueux. Ce chien a tout changé. Il n'a pas seulement sauvé une vie, il a sauvé une vérité. Et ce faisant, il a sauvé cette ville. La foule resta silencieuse. Certains pleuraient, d'autres baissaient la tête. Puis Ethan reprit. Le lien entre un maître et son chien ne se mesure pas en années de service. Il se mesure en confiance, en silence partagé, en instinct. Et parfois, ce lien peut percer les mensonges les plus profonds. Il s'interrompit un instant, ferma les yeux, respira profondément, puis plus doucement. Je n'ai jamais demandé à devenir un symbole, et Max non plus. Mais s'il y a une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est ceci. Ce n'est pas l'uniforme qui fait l'intégrité. Ce n'est pas l'ancienneté, ni les décorations. C'est ce que vous êtes quand personne ne regarde. C'est ce que vous êtes quand tout est sur le point de s'effondrer. Max, lui, n'a jamais cessé de voir, même quand j'étais invisible, même quand j'étais absent. Il se tourna vers la plaque. Lentement, il posa une main sur le métal gravé. Puis, dans un murmure que seule la première rangée put entendre, « Merci mon ami, pour tout ». Quelques semaines plus tard, un matin d'été, Ethan se réveilla avec le lever du soleil. Max dormait encore, paisiblement, à ses pieds. Le vétérinaire avait récemment confirmé que le chien était en excellente santé, malgré son âge. Pas de pathologie sérieuse, un peu d'arthrose, un peu de fatigue, mais toujours cette lumière dans les yeux, toujours cette vigilance, et surtout, cette paix. Ce matin-là, Ethan ne partit pas au centre d'entraînement. Il prit un jour pour lui, juste pour eux. Ils allèrent marcher près de la rivière, là où la végétation était encore sauvage. Max trottinait, reniflant, inspectant, parfois s'arrêtant pour lever les yeux vers Ethan, comme pour s'assurer qu'il suivait toujours. Ils s'assirent sur une souche au bord de l'eau. Ethan caressa la tête de son chien, aucun mot, juste le clapotis de la rivière et les oiseaux dans les arbres. Puis il dit, d'une voix calme, « Tu sais, on a changé les choses, pas juste au poste, pas juste à Millfield, mais dans la tête des gens. Tu leur as rappelé que la loyauté existe encore, que l'instinct ne ment jamais, et que parfois, il suffit d'un seul être vivant pour rétablir la vérité. » Max posa doucement sa tête sur le genou de son maître. Le monde pouvait bien continuer de tourner, la ville de changer, les années passées. Mais ce moment, cet instant de paix, entre eux deux, resterait suspendu, intouchable. Un soir, quelques mois plus tard, une jeune recrue, curieuse, demanda à Ethan dans le bureau « Chef, comment Max a su, je veux dire, comment il a pu savoir que ce n'était pas vous dans ce cercueil ?» Ethan sourit doucement. Il s'accouda à la fenêtre. Le crépuscule peignait la cour d'entraînement d'une lueur dorée. Max, couché à l'ombre d'un arbre, observait les jeunes duos s'exercer. Puis il répondit « Parce qu'il me connaît, il m'a toujours connu. Au-delà de l'odeur, au-delà de l'uniforme. Il savait que je n'étais pas mort, pas encore. Il l'a senti, il l'a hurlé, jusqu'à ce que le monde l'écoute. » Il s'arrêta. Son regard se perdit dans les souvenirs. Il n'a pas juste flairé mon absence, il a refusé ma disparition. Et c'est ainsi que l'histoire d'Ethan Carter et Max se raconta de génération en génération, dans les couloirs du commissariat, dans les académies de police, dans les salles d'entraînement, non pas comme une fable, mais comme un rappel que la vérité existe, qu'elle respire, qu'elle aboie parfois, et qu'elle peut survivre à tout tant qu'un être est prêt à la protéger. Dans une époque où les certitudes s'effondrent, où la méfiance grandit, il est bon de se souvenir qu'un chien, un jour, a refusé de croire aux mensonges, et qu'à travers lui, une ville s'est relevée. Alors si un jour vous doutez, souvenez-vous de Max, le chien qui n'a jamais détourné le regard. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines, laissez un j'aime et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé.
À très vite pour une nouvelle histoire.